Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Icône de Radio Ma'arif. Très très content d'avoir une très jolie équipe aujourd'hui avec un pilier du podcast. Mouna, salut Mouna. Salut Reda. En forme? Non, en forme non. Non. Déjà que je suis pas très structurée de nature, mais là j'ai 3 heures de sommeil dans le collimateur. C'est trop, c'est beaucoup trop. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est beaucoup trop. Je ne veux pas être... Non, c'est pas moi qui vais te rappeler les vertus de grande nuit du sommeil. de sommeil, un peu entrecoupé va Ramadan. Shama Taheli, bienvenue. Alors, ce qu'il faut te présenter, activiste culturelle, directrice artistique, un peu restauratrice, bibliothécaire, fan de chats. Je m'occupe de chats aussi. Tout ça est vrai. Tout à fait. Voilà, Merci de me recevoir. Bienvenue, hein, c'est super de vous avoir tous les deux. Je suis contente d'être là. De qui voulez-vous nous parler, s'il vous plaît? Qui commence déjà? Moi je veux bien me lancer. J'ai choisi une icône, bon, le titre est déjà sur le podcast, mais je vous fais un petit teaser. Il danse et il danse depuis très très longtemps. J'ai choisi Hassan Zinoun. D'accord. Il a pris tout. Ah ben vas-y. Icône parce que... Écoute, moi qui connais rien à la danse, c'est le seul nom que je connais, donc seul nom marocain, donc j'imagine qu'il doit être important. Comme pas mal d'icônes, des fois on n'en sait pas beaucoup, mais en tout cas la figure déjà, est là, le visage, charisme, déjà, exactement, dire, physiquement ça. Déjà, impressionnant. Impressionnant, l'attitude déjà, l'oqfa, le hiba, la danse classique entre autres, la chevelure, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un parcours atypique et qui est le nom, je pense, qui ressort si on parle de danse, en tout cas de danse dans sa forme occidentale, machi le patrimoine d'Yelna. Et donc, Hassan Zinoun, je suis allée faire quelques petites recherches pour qu'on rende hommage à cette icône en donnant au moins un petit peu les facts qu'il faut retenir de son parcours. Alors, Hassan Zinoun, qui a commencé un petit peu son parcours doré en recevant le premier prix de danse au conservatoire d'El Casablanca, ou le Hay Mohammadi. Il est... Oui, il faut le dire, il vient d'un quartier populaire, milieu populaire. Complètement. Voilà, donc c'est déjà... un exploit... C'est pas un réflexe d'aller vers la danse classique. Complètement, et en fait, il découvre ça, parce que le Hay Mohammadi, n'oublions pas quand même, c'était à cette époque-là un vrai foyer culturel, il y avait plusieurs choses, et certains mais les formes artistiques privilégiées. Exactement, c'est un peu par hasard, il va au conservatoire, on est dans les années, il est né dans les années 50, donc il rentre au conservatoire, et c'est la danse en fait qui l'attire, c'est ce qu'il choisit de faire. Il est plutôt brillant, il apprend plein de choses, mais il y a toujours quelque chose en lui qui n'est pas complètement satisfait, même dans cet apprentissage de la danse. Et puis le conservatoire de Casablanca commence à inviter des danseurs de l'étranger. Et quand il voit les danseurs d'ailleurs, il se rend compte, il réalise en fait qu'il n'a pas du tout la même prestance, qu'il n'a pas les mêmes qualités. Il a cette espèce de frustration où il se dit c'est ça que je veux être et pas autre chose. Ce qui va certainement être un déclencheur dans son parcours, puisqu'il va décider d'aller découvrir ce qu'il appelle la vraie danse ailleurs, et il débarque en Belgique. Il va commencer des études là-bas où il va découvrir la forme du ballet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la forme du ballet russe, où il se trouve. Son identité, c'est vraiment là qu'elle s'épanouit, et il se fait très vite découvrir. Donc on parle effectivement de Ould Hay Mohammadi qui apprend quelques pas ici à Casablanca, et une fois qu'il rentre dans le moule là-bas, en fait. Absolument, complètement, il se fait remarquer, il commence très vite à gravir les échelons. Alors dans la danse, ça marche un petit peu comme dans le Tamalmit, on commence en stagiaire, et puis plus ça va, plus on gravit les échelons jusqu'à devenir la consécration. On le sait tous, pas besoin d'être féru de danse pour comprendre que la consécration, c'est quand on est danseur étoile, et il va le devenir. Alors, je vais pas rentrer dans tout le parcours, mais la Belgique va aussi faire un très beau parcours à Paris. Et ce qui va en fait faire... Pourquoi en Belgique? Parce qu'à l'époque, c'est Maurice Béjart, c'est le nom de référence de la danse. En ce moment-là, il était en Belgique. C'est un peu pour ça qu'il va s'y retrouver. Et c'est ce qui va aussi changer même sa vie personnelle, puisque c'est là qu'il va rencontrer son épouse, qui est danseuse également. Et ils vont tomber amoureux. Et voilà, c'est l'amour fou. Une histoire qui dure. Elle est belge, Elle est belge, absolument. Il la rencontre là-bas. Et donc, bon, je saute des épisodes. À Paris, il rencontre... C'est moins bien que lui. ça.
Je confirme. C'est moins gracieusement. Je confirme. Et donc à Paris, il rencontre une autre danseuse étoile avec laquelle il est en tête d'affiche, avec laquelle il danse beaucoup et qui, elle, apprécie particulièrement le fait qu'il soit marocain. Il sait pas trop pourquoi, mais ça revient beaucoup dans leurs discussions, dans leur échange. Elle apprécie le fait qu'il soit marocain. Elle aime beaucoup le Maroc et il commence à avoir, pour la première fois, on est dans les années 70, peut-être vers 76, il commence à se dire, tout ça, j'ai envie de le ramener au Maroc, j'ai envie que ce qu'on ne m'apprenait pas bien, que ça commence à être transmis dans les règles de l'art, etc. Et c'est ce qui va faire ce retour de Hassan Zinoun au Maroc. Je vais ressauter encore, pas très gracieusement, mais bon, les années vont passer et il va essayer de transmettre, il va ouvrir une école de danse avec sa femme, il va vouloir faire une troupe, il va faire énormément de choses, ce monsieur, dans le monde de la danse, dont une tentative très comment dire, qui pousse les limites. D'audacieux. D'audacieux, merci Reda. Quelque chose d'audacieux où il se dit qu'avec le patrimoine de danse qu'on a au Maroc, il va avoir un accident. Il avait envie de concilier les deux. Il voyait cette richesse. Je vois l'accident. Et moi, je vois l'accident venir. Et donc il veut monter un opéra en fait, un opéra énorme qu'il va faire d'ailleurs, Isli et Tislit, un opéra quoi, comme il en a vu et comme il a toujours rêvé d'en faire, sauf que ça ne va pas être le succès qu'il imagine. Enfin, ça va marcher, mais il va beaucoup déprimer ce monsieur par la suite parce que en fait il va être beaucoup confronté à la fermeture d'esprit. Enfin, d'après ce que moi j'ai trouvé, c'est qu'il a été déprimé par le fait que la danse ait été très mal perçue. Enfin, qu'il est venu en profane sur un territoire de danse traditionnel. Il a remis en cause la virilité, le côté traditionnel, le côté, voilà. En gros, l'opéra de Lebnat où il a touché au sacré. Si je devais oui, c'est ça. Dire les choses il raconte très simplement. Il raconte deux traumatismes, Hassan Zinoun, quand on s'approche de lui, et je suis convaincu qu'il les a racontés à la presse. Il raconte le premier traumatisme, c'est quand il devait trouver une bourse pour aller voyager, voilà. Et il avait reçu un prix quelques semaines avant de la part du Wali de Casablanca, ou d'un grand responsable politique de Casablanca. Et il est parti frapper à sa porte en disant est-ce que je pourrais avoir une bourse pour payer mon billet d'avion, vu que vous m'avez distingué il y a quelques semaines, c'est moi que vous avez distingué. C'est moi. Et le bonhomme lui aurait répondu, alors dans les années 60, il lui aurait répondu de toute façon on n'a même pas réussi à trouver de l'argent, les médecins. Ça. Donc déjà ça l'a choqué. Mais il raconte ça. Et puis la deuxième chose qu'il raconte, c'est qu'effectivement quand il a travaillé sur ce spectacle qui mélange des mouvements de danse traditionnelle marocain, je sais pas lesquels, je pense que c'est Haïdous, mais je suis pas sûr, hein. Avec de la modernité de l'opéra, et qu'il avait fait cette espèce de travail qui mélangeait les deux mondes, qu'il avait présenté en avant-première au Palais, on est à l'époque de Hassan II, il avait été très mal reçu, fraîchement accueilli, ça n'avait pas du tout été apprécié, parce que comme tu l'as dit, on ne touche pas à la sacralité de la danse traditionnelle marocaine, de la mettre dans quelque chose d'un peu classique, c'est-à-dire de la déviriliser, parce que c'est l'image qu'on a, c'est l'image qu'on a de la danse classique avec les collants, les machins, etc. Donc on reste bloqué sur cette histoire-là, et ça l'avait fait souffrir. Il pensait être accueilli à bras ouverts par son travail. Il se dit je porte la danse marocaine et je la mets en Europe dans des scènes glorieuses, parce qu'il était glorieux ce bonhomme. Et en fait non, c'est mal pris, et voilà, ça lui avait un peu fait souffrir. Voilà. Ça, par contre, j'ai trouvé des traces du fait que ça l'ait complètement déprimé et qu'il soit passé à d'autres choses. Et effectivement, oui, tu dis qu'il a été prestigieux, et en effet, il a joué dans les plus grands opéras. Enfin, c'est un nom, quoi. C'est vraiment une icône dont on peut être fier. Et en plus, il a transmis ça. Alors, sa femme aussi est danseuse, et il a eu 2 fils, dont l'un est décédé malheureusement tragiquement. Mais les 2 ont aussi une carrière brillante. Ça, c'est la transmission, en tout cas, est passée aussi dans ce sens-là, puisque l'un de ses fils a été lauréat premier prix à Lausanne et a été soliste le San Francisco Ballet. Son fils, ouais. Et son deuxième. Dynastie, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vraiment des noms. Donc Zinoun, voilà, c'est le nom, en tout cas Zinoun a un poids dans la danse. C'est déjà un achievement. Et pour finir, ce monsieur, effectivement, on le voit, on l'a vu à la télé. Donc c'est une icône parce que physiquement on l'identifie, et puis parce qu'il y a parce qu'il se brande aussi. Son setup. Absolument. Comment effectivement, il passe pas inaperçu. Et en plus de ça, c'est un artiste. Donc oui, opéra, danse. Il a aussi touché au 7e art. Et ça, ce sont des traces qui restent. Quand on touche au 7e art, voilà, peut-être que les gens ne vont pas se souvenir de ses solos là comme ça de mémoire, mais il a fait des courts-métrages. Il s'est lancé dans le cinéma.
et il fait profiter les grandes productions de son talent de chorégraphe encore aujourd'hui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a travaillé sur des grandes productions étrangères. C'est à lui qu'on fait appel pour les grosses productions qui viennent à Ouarzazate. Donc Sid, il est vraiment en train de mettre sa patte dans plein de petits... J'ai pas assez dormi pour finir cette phrase, mais vous avez compris. Merci. Et une dernière chose, c'est que même s'il y a eu cette déception à l'époque de Hassan II que tu viens de me raconter, en 2008, il réitère en fait cette envie-là, puisqu'en 2008, il dépose un dossier auprès du palais pour créer une maison de la danse à Casablanca. Je n'ai pas trouvé de suite de ce truc-là. Je ne sais pas si c'est encore en cours, si ça s'est arrêté. C'était en 2008. Son rêve, c'était d'avoir une maison de la danse où il y aurait et des spectacles et des cours dispensés. En fait, il veut structurer la danse au Maroc et l'envie était encore là, en tout cas en 2008, que la danse traditionnelle soit enseignée aux Marocains et aux autres de la même manière que les Russes, par exemple, enseigneraient le ballet ou que les Français enseigneraient le ballet. Je ne sais pas où c'en est, mais en tout cas en 2008, il a retenté le coup. Tu parles de danse traditionnelle. Traditionnelle. Qu'il y ait un conservatoire de Haïdous. Qu'il y ait de Haïdous ou autre chose, mais que en tout cas que ce savoir, en fait. que ce savoir soit qu'il y ait des positions, qu'on sache tel pas signifie telle chose. J'ai peur que s'il l'enseigne, on le perde. Non, mais pas lui. Non, attention. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais tu veux que c'est pas lui qui voulait l'enseigner, qui voulait avoir un. Non, mais je parle pas de lui. En général, dès que ça se structure et que ça s'institutionnalise. Oui, c'est vrai que c'est un débat aussi pour le Gnawa. Mais quelque part, est-ce que c'est pas le rêve de tous les artistes dans leur domaine, en tout cas au Maroc, de structurer leur secteur, d'avoir des espaces dédiés, d'avoir des salles, d'avoir. Je pense que ça manque à tous. Ben oui, mais ça manque à tous. Ouais. On en parlait encore récemment. Le besoin de structurer le secteur de la musique. Reda, tu le connais? Non. Oui, je le connais. Je vois pas de quoi tu parles. Je l'ai pas structuré, mais je le connais. Le cinéma. Non, mais bon, il faut déjà commencer à se débarrasser de l'idée affreuse que c'est du luxe, c'est du superflu. Voilà. Il y a des souffles qui viennent s'abattre sur des poitrines et qui déportent bien au-delà de ce que le destin leur avait prévu de prime abord. C'est-à-dire comme ça qu'on se souvient s'abattre sur un garçon de Hay Mohammadi et l'emmène jusqu'à l'Opéra de Paris. C'est qu'il y a quelque chose qui touche à l'humanité et qu'on ne saurait ou qu'on ne devrait en tout cas pas réduire à du luxe ou quelque chose qui est superflu. Voilà, la culture, elle est... voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est parce qu'en fait, toutes ces cultures marocaines, qu'elles soient musicales ou de mouvement, c'était des marqueurs culturels très forts qui ont permis au Maroc de résister à énormément de moments difficiles dans l'histoire, que ce soit des invasions étrangères, des catastrophes, des pestes, des choléras, des famines, et cette espèce d'identité culturelle qui sont en fait des moments collectifs, des moments musicaux ou de danse, mais qui soudent la communauté. C'est des codes très importants, et c'est des codes qui ont été sacralisés, et c'est pour ça que j'imagine que Hassan II, comme d'autres t'en veulent quand tu vas prendre la musique des Gnawa et que tu en fais autre chose. Bon, Gnawa, ils ont l'habitude, mais voilà, ou que tu prends Issawa, donc il y a ce côté-là un peu, c'est la sacralité de l'identité et qui a fait que ça a vraiment soudé, et qui existe aussi parce qu'il n'y avait pas de conservatoire, il n'y avait pas de musique enregistrée, il n'y avait pas d'écriture, qui a existé par la transmission parfois très dure, avec vraiment une volonté de transmettre par cœur. Mais tu as raison, et c'est comme ça qu'on l'a, parce que si on n'avait pas eu ça, on n'aurait jamais eu Gnawa, c'est 400 ans, le morceau il existe. Mais est-ce que la sacralité n'est pas un frein aussi à un moment? Bien sûr. Est-ce que les choses évoluent et certains pionniers justement qui viennent un jour et qui... En fait, bien sûr, il faut s'affranchir de la sacralité et laisser les choses évoluer et que ça nous garde dans une forme de folklore aussi, tu vois, ça nous empêche les deux existent. de créer une vraie modernité. Mais le premier réflexe quand tu grandis dans cet esprit-là de ce truc doit être c'est nous, c'est comme ça qu'on est, c'est parce qu'on fait ça qu'on est nous. Tu veux protéger. C'est parce qu'on fait ça qu'on est nous. Quand tu touches à ce qu'on fait, à l'action, que ce soit de la musique, de la danse ou même des plats. Ça veut dire qu'il y a une fragilité culturelle. Enfin, moi je le vois ça comme un aveu de fragilité. Il n'y a pas une fragilité, il y a une impression de fragilité. Une peur en tout cas que les choses se délitent. Il y a une peur, exactement. Il y a une peur qui, à mon avis, n'est pas justifiée parce que si on compare ces musiques traditionnelles aux musiques traditionnelles qu'on peut avoir en Europe, je serais bien incapable de vous dire quelles sont les musiques traditionnelles françaises, par exemple, ou suisses. Les bardes, là, tu sais. Voilà, mais tu vas les trouver dans des musées, tu vas les trouver dans des gens qui sont là-dedans. Tu vas pas les trouver ce soir. Médiévale, oui, effectivement. Aujourd'hui, au Maroc, tu as les musiques traditionnelles, les danses traditionnelles sont pratiquées par toutes les générations. Et même, j'allais plus loin, on parle parfois de métal ici. Tu peux prendre un groupe de métal casablancais, il peut te jouer des chansons de mariage. C'est que cette culture-là est vraiment plus diffuse, donc on ne devrait pas avoir peur, comme tu dis. Mais bon, ceci est un... Mais c'est une icône. Oui, on est d'accord. Merci. Avec grand plaisir.
J'ai hâte de savoir de quoi va nous parler Chama. Oui, l'icône d'en Alors, face. je me tourne dans un mouvement Gracieux. gracieux et je te demande de quoi veux-tu nous parler? Alors, depuis quelques semaines que Mouna m'a proposé de venir, j'avais Kharboucha en tête. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis mal informée, je suis victime de mon éducation qui fait que... et j'essaie d'y remédier, j'essaie de lire davantage, de mieux connaître mon histoire, mais voilà, quand tu as fait le système français malheureusement comme moi, parfois je le déplore parce que j'ai le sentiment d'être déconnectée de certaines choses. Et donc Kharboucha, je l'avais en tête. Je te garantis, Kharboucha, on ne l'apprend pas non plus dans C'est ce que j'allais Je dire. sais. C'est ce que Il y a j'allais aucun dire. système Moi, j'ai aussi. vu le système marocain, Kharboucha. Tu l'apprends pas. Ma cache a dit, Non, j'ai pas l'impression que... Je Même pense- le belge, je sais pas. Les Italiens, regarde sur Internet, c'est le programme italien. Moi, je l'ai découverte avec Cabaret Chichet, véritablement. Et donc, je me suis penchée sur son histoire et je me suis rendu compte que elle résonnait pas mal en moi avec l'énergie du moment, avec à la fois son amour profond du pays, sa volonté d'unifier, mais sa dissidence. André Breton disait d'elle, c'est un ruban autour d'une bombe. Un ruban autour d'une bombe. Ouais. Ah, Donc, c'est joli. pour recontextualiser, Mais commençons Qui par le est ce début. Oui, voilà. Qui est Kharboucha? pour raconter son Et histoire. quand, de quelle période, Donc c'était illustré? on parle de la fin du 19e siècle, d'une femme illettrée de la région de Salé, de la tribu de Ouled Zaïd. Elle est analphabète et pourtant elle pratique le zajel, la poésie populaire. Et en fait, avec les mots, avec la chanson, donc c'est la fondatrice véritablement de l'Aïta. C'est l'icône à qui on doit la base. Après, il y a énormément de mythologie autour d'elle. Certains même viennent à questionner son existence, mais je me dis que quand il y a autant d'histoires... Classique avec les femmes, ça. Quand Tout à fait. très souvent des femmes se demandent si elles ont Il n'y existé. a pas de traces. Et surtout quand elles ont fait des grandes choses, on Oui. n'est pas sûr. C'est un peu une Aïcha Kandjisha. Non, mais il y en a plein, il y en a plein. Le réflexe, c'est de nier l'existant. Ouais, dès que ça exactement. prend trop de place. Donc son vrai nom, c'est Hedda El Ghaitia. Elle serait née autour de 1895, mais voilà, rien n'est certain. Et son histoire personnelle est surtout liée à celle du Qaïd, de la tribu voisine du Qaïd Aïssa ibn Omar. Ah, Qaïd Aïssa ben Omar. Alors, je veux pas dire de Ça te bêtises. rappelle un podcast. Ouais. Si je me trompe pas, c'est bien lui qui, à chaque fois qu'il touchait la main d'un Français, quand il y avait quelqu'un à côté de lui, Chez Touta. là, qui était ouais, exactement, qui était Touta, mais avec quelqu'un qui le suivait avec le Mkhalaj d'Akshib et chez Touta à chaque fois que. Alors c'était je ne sais pas, mais je pense Et ça, que... vas-y, on vérifiera ça. Moi, je me suis vraiment concentrée sur elle, mais de ce que j'ai compris, il a été Qaïd, il a été au début contre les Français, finalement après il a collaboré. Oui, à sa Il fille. a été... Voilà. À sa fille, mais c'est lui. Il a... C'est lui. Le héros d'El Wado. Et donc c'est sur elle, c'est sur lui que sa chanson Aïssa, c'est de son histoire qu'elle traite. Et en fait, il a réprimé des révoltes de la tribu de Ouled Zaïd. Et elle a écrit cette chanson contre lui. Une fois que la tribu Ouled Zaïd a été décimée, Kharboucha faisait partie des rares résistantes. Elle a été invitée à jouer devant lui. Alors après, on raconte aussi qu'il y avait une histoire d'amour éconduit entre eux, ou peut-être qu'elle a été amoureuse de son fils, qu'elle vivait un amour interdit avec lui. En tout cas, elle se serait refusée à lui. Et donc on lui a demandé de jouer, et elle a joué, et elle a chanté la chanson contre Issa. Elle lui dit la fameuse fin el shen l'umrshen, yaoukel jifa. Enfin, c'est très très trash. Et aujourd'hui, en écoutant ça et en m'attardant sur les paroles, je me disais qui est-ce qui oserait aujourd'hui citer nommément. Elle lui dit oui ça dans la chanson. C'était un responsable politique de Charogne. Ouais, Charognard. de bouffeur de Charogne et le citer nommément et le rabaisser et elle. Moi, je l'imagine en tout cas le faire avec beaucoup de dignité. Ça lui a coûté la vie. Elle aurait été emmurée dans une maison qui existe encore. Enfin voilà, il y a beaucoup, comme je disais, de mythologie, mais en tout cas, j'ai envie de me dire que je suis persuadée qu'elle a existé. Le Hajja Hamdawiya qui nous a quittés il y a pas longtemps reprenait ses chansons. Son patrimoine est resté, donc son patrimoine il est encore possible très, qu'elle existait quand même. très fort. Il y a un petit peu de bibliographie, mais après c'est très scientifique. Bon, il y a l'anthologie de Brahim Mazned qui est sortie il y a pas longtemps. Initiative de l'association Atlas Azawan. Et il y a un livre des femmes écrivent l'Afrique du Nord sous la direction de Mohan Naji. J'ai trouvé, mais voilà, c'est des bouquins qui coûtent très cher, qui sont très gros. Mais on trouve quelques informations qui se recoupent sur elle. Malheureusement, pas beaucoup plus. De toute façon, elle a eu une vie courte et tragique, mais intense et suffisamment inspirante. Oui, d'ailleurs, on a une idée de l'âge qu'elle aurait Non. Pu avoir. C'était une jeune. Tout ça, ça reste flou, quoi. Là, on parle d'une dame qui est du fin 19e. Hein. Ouais. C'est pas très longtemps. Ouais. Fin 19e, donc les infos existent, quoi. Les infos existent. C'est quelques générations.
je dirais, un travail un peu sérieux de quelqu'un qui ferait une enquête pourrait quand même... J'ai lu des papiers sérieux, d'historiens, de machin. Qui n'arrivent pas à tracer. Il y a très très peu d'informations, il n'y a pas plus que ça. C'est comme s'il y avait juste cette histoire avec Qaïd Aïssa. Mais ça ressemble à la mythologie, quoi. Comme ça, la poétesse qui va insulter le Qaïd ou le roi Tlé, ou je sais pas comment, voilà, et qui se fait emmurer dans la foulée, et qui laisse une œuvre, une trace dans l'inconscient collectif et une œuvre dans la musique populaire. Là, on est dans de l'icône haut de gamme, là. Ouais, voilà. J'avoue. Voilà. J'avoue. Et ce que j'aime en fait chez elle, c'est que c'est vraiment cette résistance politique sans prendre les armes de cette époque qu'elle cite dans la chanson Yam al-Qahra al-Tlam. Et parfois, elle parle aussi, c'est la période de Siba aussi, et parfois on a l'impression qu'on est un peu là-dedans quand je suis un peu déprimée, que je vois les choses un peu d'un mauvais œil. Ça résonne. Ça résonne pas mal. Et finalement, ça me rappelle cette façon d'utiliser l'œuvre artistique, le geste artistique pour résister, pour sublimer la douleur. Ouais. Et elle, de ce qui se dit, elle avait la conviction, c'est-à-dire qu'elle savait ce qu'elle faisait quand elle lui a déclamé cette chanson. Elle savait qu'elle signait son arrêt de mort. Et d'ailleurs, une de ses chansons aussi montre bien qu'elle pressent sa fin. Mais c'est comme si elle avait cette intuition très forte qu'elle allait vivre, que son œuvre allait rester, que c'était plus grand qu'elle en fait. Et qu'elle aurait un podcast, plusieurs. Sur elle. Mais elle mérite tellement plus. Et on en avait parlé à l'époque avec Sonia Treb aussi de l'idée de faire une comédie musicale sur sa vie, mais finalement. Non, je mais oui, avec Cabaret Chiret et Lahsen Zinoun, ça serait incroyable. Mais c'est ce qui manque. Pour organiser. C'est ce qui manque malheureusement. Il y a eu un film de Bourqiya également. Mais voilà, je trouve que ça reste des œuvres qui restent un peu marginales, il n'y a pas assez d'univers en fait autour qui se décline. Ça pourrait faire l'objet d'un livre d'enfant. Bon, on enlève la partie emmurage et... Non. Les livres d'enfants sont les pleins livres d'enfants, d'emmurage. ils sont trash. Les Disney sont trash. Les sont trash, c'est vrai. Mais les livres d'enfants... Attends, l'autre qui mange la grand-mère. Oui, c'est vrai. Ah oui, le petit chaperon rouge. C'est vrai. Et Hansel et Gretel, là, quelle crème. Bon, on peut la garder emmurée dans la version. Déjà, quand on a chanté Gentil Alouette et que tu la plumes... Ouais. Partie par partie. Oui, mais tu l'as plus après. Voilà. Ouais, donc on arrête. Merci. Tu as encore quelque chose à nous rajouter sur le destin fascinant de cette dame? Non, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé malheureusement. Mais n'allez pas chercher sur Internet parce que vous avez tout entendu déjà. Il y a tout. Voilà. Et en tout cas, un grand respect écoutez la musique. Et de la reconnaissance pour elle, en fait, pour ce qu'elle a été et ce qu'elle nous a apporté. Et on termine sur ces notes. Merci Chama, c'est super. Merci à vous. La semaine prochaine les amis pour un nouveau podcast Icône. Yes. Produit avec le soutien de la MDJS.